cette sécurité sociale et l'alimentation, il y a d'une certaine manière, enfin, je vois, ça commence vraiment à prendre de l'essor, ce système. J'ai vu qu'ils faisaient des expérimentations à Montpellier et tout ça, donc ça a réussi à prendre, quoi, la mayonnaise. Donc du coup, pourquoi pas la même chose avec la technologie, mais c'est les orientations qu'il faut réinterroger, et ça en comment dire, en prenant, en allant chercher la population vraiment, je pense, ne pas se limiter aux ingénieurs, et parce que ça concerne, enfin ça nous concerne tous en fait finalement dans le monde. Ouais, cette question de la sécurité sociale alimentaire, donc effectivement Patrick Boujard de l'Atelier Paysan était venu en parler il y a quelques mois au local. Donc c'est un des gros projets qui mettent en avant comme une alternative. Hein. C'est pas révolutionnaire, hein, mais c'est effectivement un projet qui consiste à sécuriser finalement l'apport alimentaire de l'ensemble de la population. Alors moi je connais pas plus que ça le truc. Je sais pas exactement en quoi les ingénieurs pourraient aider là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que il y a de toute façon des ingénieurs de l'agro-paritech, etc. qui... alors je ne sais pas s'il y a des gens parmi eux qui travaillent sur cette question-là, mais ce serait intéressant de le savoir. Parce que je pense que là, du coup, on pourrait... ça rejoint un petit peu la question des low-tech, hein, justement. À se poser la question de dans quelle mesure il est possible d'assurer la souveraineté alimentaire au plus grand nombre en diminuant le niveau technologique des exploitants agricoles. Parce que là, le gouvernement, là, ce qu'il met en avant, donc allié à la FNSEA, bien sûr, c'est une agriculture 2.0, voilà, ultra connectée, avec des pilotages par drone, GPS, des grandes cultures qui sont pour la plupart destinées à l'alimentation du bétail, à l'export, etc. Donc ouais, je pense que c'est un vrai sujet politique qui est à minima complémentaire des questionnements des ZAD où il y a quelques dizaines d'individus qui se regroupent et puis qui cultivent la terre en commun, quoi. Effectivement, c'est un peu ce que dit Olivier Lefebvre, hein, utiliser la technologie comme un moyen pour analyser, enfin ou les techniques en tout cas pour analyser les flux de matière, voir ce dont on a besoin, ce dont on peut se passer, et puis décroître le niveau technologique hein, finalement dans les secteurs. Pour se réapproprier aussi les outils de production, parce que à partir du moment, et c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, sans qu'un agriculteur il ait un drone, un GPS, etc., il est déjà complètement dépendant en aval et en amont finalement du technicien agricole hein, qui va lui fournir ses engrais, qui va lui fournir ses pesticides, et puis de l'industrie agroalimentaire qui va transformer ses produits et qui après va les distribuer, quoi. Donc l'agriculteur, c'est plus aujourd'hui qu'un petit maillon, qu'un ouvrier finalement dans une grande chaîne de production dont il maîtrise absolument plus rien, quoi. Donc ça permet d'expliquer aussi pourquoi il y a autant d'agriculteurs qui vivent très mal leur métier, quoi. Voilà. Et là, il y a une très grande dissonance cognitive, c'est clair, quoi. Alors après, sur l'eau, bon, moi je suis pas un expert du truc, hein, mais cet été, là, il y avait, je crois, plusieurs communes hein, du sud-ouest de la France qui n'avaient pas d'eau au robinet. Hein. Donc c'est même plus en France, enfin dans la 7e ou 8e puissance économique mondiale, c'est même plus quelque chose qui devient, enfin qui est automatique, hein, l'accès à l'eau potable. Hein. Oui, je sais, mais pour le coup, c'est vrai que angoissant, quoi. Enfin, c'est différent dans le sens où ça touche par exemple une petite partie de la population, mais pas tout le monde en fait. Après, ça reste le cas. En Outre-mer, il y a le quoi de la... je crois que c'est... À Mayotte. À Mayotte, ça reste à Mayotte. Ouais, qui est complètement d'actualité. Au Moyen-Orient, c'est une guerre de l'eau aussi, hein, ce qui se passe en ce moment. Au nord, on la frontière avec le Pakistan et l'Inde, il y a aussi une guerre de l'eau qui est actuelle. Il y a des pays où il n'y en a pas du tout. Oui, il y en a pas du tout. Bien sûr, mais ce que je voulais juste dire, c'est avec l'eau, c'était un exemple, c'était juste pour dire qu'en gros,
On ouvre son robinet, on a facilement de l'eau, alors que de la nourriture, bah, faut aller au magasin, faut aller l'acheter, faut ceci. Si vous vous déplacez pas, si même vous manquez d'argent, ça va être compliqué de bouffer. Je trouve intéressant moi là où je rebondis, c'est vraiment derrière l'enjeu sur le pouvoir du citoyen. Enfin, Oui. moi, là où je me retrouve dans pas mal des cris libertaires, c'est justement toute la dimension éducation populaire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sciences citoyennes. Et je pense qu'un des rôles de l'ingénieur peut être justement aussi sur ce côté diffusion de la connaissance, partage de la connaissance, dans des endroits où ça se discute. Tu parlais tout à l'heure justement de quels sont les endroits où les citoyens ensemble discutent de quelle technologie nous voulons pour faire quoi, etc. Ça n'existe pas aujourd'hui. Enfin, il y a eu quelques tentatives de conventions citoyennes, on a bien vu ce qu'elles sont devenues, mais je crois que c'est ça la dynamique, ce qu'il peut mettre en place autour de la discussion démocratique autour des technologies pour faire des choix et d'avoir aussi de la conscience de qu'est-ce que c'est quand tu ouvres le robinet, la chance que tu as. Quoi, voilà. Moi je vous conseille celui-là. Oui, je suis complètement je sais pas, technologie partout, démocratie nulle part. Voilà, il y a quand même pas mal de sujets d'aborder. C'est écrit par qui? C'est Yael Benayoun et Irénée Regnault, sont mis deux. Voilà, puis il y a aussi les discours d'Aurélien Barraud, voilà, il y a pas mal d'autres auteurs qui ont des connaissances techniques, comment il s'appelle, qui est beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, qui fait des conférences justement sur les limites planétaires. Jean Covici. Non, pas Jean Covici. Il y a du monde, il y a de l'information, mais le tout, c'est effectivement, c'est comment on la distribue au sein de la société et qu'on met en place. Alors, ça peut être du local. Là où je te rejoins sur le côté localiste, c'est qu'il y a aussi des expérimentations intéressantes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Terra à Uzès. C'est un territoire qui essaye de s'autonomiser du point de vue alimentaire et économique. Uzès, les usages. Ouais, dans le sud, ouais, ça. Et en fait, ils sont en train d'essayer de monter une sorte de modèle d'autarcie locale avec de la production et de la consommation locale, du travail local. Et pour que ce soit assez équilibré, ils sont même en train d'inventer une monnaie locale qui permettent de faire un revenu universel en monnaie locale qui va être recyclé sur ce territoire-là. Donc il y a des possibilités d'inventer des choses assez intéressantes, mais là ça veut dire que c'est tous les citoyens qui sont embarqués dans une aventure collective, quoi. Donc il y a des choses comme ça qui sont sur ce niveau-là. Alors, je ne sais pas combien de temps on a, j'ai vraiment trop de trucs à dire, moi. C'est en direct, donc ça va couper. Ce qui m'avait frappé, mon premier cours que j'avais fait sur l'éthique pour les ingénieurs, c'est qu'il y en a qui me disaient ouais, mais de toute façon, nous, on va être obligé de faire ce que nous dit notre chef, parce que c'est lui qui nous paye. Donc s'il nous demande de tricher pour corriger le truc de carburant de la Volkswagen et qu'on bosse chez Volkswagen, on va bien être obligé de tricher, puisque c'est ce que nos chefs nous demandent, et il faut que je ramène des sous à la fin du mois. Et donc, c'est tout le monde du travail qui est déjà perçu par les jeunes comme un monde aliénant. Et donc l'alternative, c'est effectivement, si on y va, ça veut dire qu'on joue le jeu, je signe un contrat de travail et après j'ai plus qu'à fermer. Il y en a qui voient ce registre-là. Donc moi j'essayais d'aller un petit peu dans l'autre direction pour dire, non, vous avez quand même, surtout en tant qu'ingénieur, un peu plus d'options que j'obéis ou je sais pas. Voilà. Et du coup, sur tout le système économique qui est au-dessous, sur le pouvoir des citoyens, l'un des premiers pouvoirs, c'est quand même la finance. Et je voudrais quand même signaler que ce qui finance aujourd'hui la plupart des grandes entreprises, c'est ce qu'il y a sur les livrets d'épargne, sur les assurances-vie, etc., du citoyen moyen, en grande partie. Et que le jour où on commence à réorienter un petit peu toute cette épargne-là, il y a des centaines de milliards d'euros vers Crédit Coopératif, Terre de Liens ou je ne sais pas qui, ça va peut-être commencer aussi à faire bouger les choses, quoi, hein. Et à partir du moment où on commence à consommer vers des coopératives ou aller bosser dans des coopératives, que ce soit dans le monde agricole, télécom, il y en a, etc. Il y a, je crois qu'en tant que consommateur et en tant qu'acteur aussi, enfin en tant que client aussi, on a quand même Mais c'est vrai que ça demande une certaine conscience. Hein, je dis ça, moi, il m'a fallu, ça fait 20 ans que je me pose des questions d'éthique, il m'a fallu 20 ans pour décider de passer chez Enercop, quoi. Donc ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, une prise de conscience, il faut du temps, ça mature un peu, quoi. Voilà. Donc ça, éducation populaire, et effectivement derrière le modèle économique, alors, je crois qu'il faut les deux entre le côté syndicat interne et puis changement sociétal externe, notamment par les consommateurs ou la société, parce que ce n'est pas les syndicats de chez le DUF qui ont dit qu'il ne fallait pas développer l'usine là-bas, hein. C'est bien des associations de citoyens qui sont montées contre ça. Et puis le DUF, 2 mois plus tard, il s'installait en Normandie parce que le président de la région Normandie a dit venez chez nous, on sera content de vous accueillir. Donc le bilan global, il est quand même pas terrible, quoi. Il garde blanc. Hum Il garde blanc.
Bah, pardon, voilà. Et oui, on a gardé la flotte à l'IFPEM, mais du coup, c'est un bocage de Normandie qui va être salopé. Donc, voilà, donc moi, derrière ça, il y a partage de connaissances, et puis des choses qui vont derrière en termes de système. Le revenu universel, à mon avis, c'est un point de passage obligé. Si on veut donner aux gens la liberté de se consacrer du temps pour essayer d'inventer autre chose. Sinon, on est enfermé dans un tunnel jusqu'à la retraite. Voilà, moi je suis sorti du tunnel, merci. Merci la retraite par répartition, maintenant je suis rentier, c'est bien. Mais je soutiens ceux qui veulent sortir du tunnel avant d'attendre 65 ans. Rentier, c'est un salaire, c'est un faire différent que rentier. Ouais, bah, c'est ceux qui bossent aujourd'hui qui payent ma retraite, moi. C'est une salaire différé, quoi. Mais, enfin voilà, c'est un autre sujet. Mais T'as payé avant? Oui. Normalement, t'as payé avant. non, j'ai payé pour ceux qui étaient à la retraite à l'époque où je travaillais. C'est pour ça que... Mais ça ne me donne pas le droit. Quand les gens pensent dire j'ai gagné ma retraite, moi je suis conscient du fait que non, j'ai pas gagné ma retraite. On la paye. Hein, on me la paye aujourd'hui. Donc merci. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Et juste par rapport à ce que tu disais donc, sur l'éducation populaire, donc est-ce que je parlais de qu'est-ce qu'un ingénieur, et c'est vrai que pour moi c'est juste un niveau de connaissance. Hein. Et puis c'est pas forcément, c'est pas un diplôme, c'est pas. Puis tu peux être ingénieur parce que tu as eu la chance en 5 ans de pouvoir concentrer tes études. Puis d'autres ils mettent plus de temps parce que les parcours de vie font que ça met plus de temps. Et donc, du coup, Pierre disait tout à l'heure, il y aurait besoin de moins d'ingénieurs. En réalité, moi je pense qu'il y aura toujours besoin de toujours plus d'ingénieurs. En réalité, il faut que le niveau de connaissance de tout le monde croisse au maximum. Sinon, effectivement, on se fait bouffer, on n'arrête pas de se faire bouffer. On a besoin. Pour moi, c'est fondamental. Moi, si je peux me permettre, je pense que je suis pas d'accord parce que typiquement, je suis ingénieur en informatique et ce qu'on nous apprend, j'ai l'impression que c'est totalement inutile on apprend des connaissances sur des domaines qui ne sont pas forcément utiles. Typiquement, créer des films d'animation, faire de la réalité virtuelle, je suis pas sûre qu'on ait vraiment besoin d'ingénieurs dans le futur pour faire ça. Est-ce que c'est vraiment des connaissances dont on a besoin et qui sont utiles? Après, tu apprends un raisonnement, donc c'est tout. Moi, j'ai l'impression que moi, c'est comme ça que j'ai pris les études. Ça permet de. Donc, tu prends de la connaissance, des connaissances que tu oublies, hein, surtout quand tu es informaticien. Hein, désolé, donc c'est vraiment le métier où, grosso modo, quand tu commences à travailler, tu peux commencer à oublier tout ce que tu as appris. Par contre, ça te donne plein de façons de faire, plein de façons d'organiser un projet, t'apprends plein de choses, mais autres, et c'est pas forcément des choses qui sont dites, hein. Que quelqu'un qui se retrouve à bosser à 18 ans, peut-être qu'il n'a pas le temps de prendre ce recul, d'apprendre ses outils, finalement, et c'est ça que tu apprends. Peut-être qu'on a besoin des connaissances scientifiques pour notre propre développement, mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant d'ingénieurs qui après les mettent en pratique. Mais qu'est-ce qu'ingénieur justement? Pour moi, un ingénieur, c'est pas quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur. C'est plus large que ça. D'ailleurs, j'ai pas fait d'école d'ingénieur. Il y avait une autre question. Ouais, pour revenir sur le débat entre est-ce qu'on reste à l'intérieur des entreprises en tant qu'ingénieur ou alors est-ce qu'on en sort pour attaquer un peu les entreprises de l'extérieur. Tout à l'heure, tu disais il y a une légitimité de la part des travailleurs et des travailleuses des entreprises parce que c'est eux qui font le taf. Mais moi, je suis pas trop d'accord déjà parce que sur certains points, on peut dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus touchées par ce qui est fait par des salariés. Par exemple, si on prend le glyphosate, c'est pas forcément les gens qui font le glyphosate qui sont les premiers concernés par ces effets néfastes. Et donc, pour moi, c'est pas forcément au syndicat il n'a pas forcément plus de légitimité. Et après, je vois vraiment la difficulté de changer complètement le modèle par l'anarcho-syndicalisme, parce que pour moi, on l'a dit, le syndicat, c'est une entité de défense des intérêts des travailleurs et des travailleuses. Et du coup,
il y a toujours des intérêts divergents entre fermer une entreprise pour raisons écolo et défendre le droit des salariés à travailler. Et tout à l'heure, on a parlé de l'IFRE et de l'usine de Bridor. Et dans ce cadre de la lutte contre l'usine de Bridor, j'avais discuté avec un militant en CGT et il me disait, de toute façon, les écolos qui sont là d'Extinction Rébellion et tout ça, ils sont là maintenant, mais une fois que l'usine sera plus là, ils seront plus là. Et pour moi, ça synthétise bien il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a une incompatibilité, forcément, à un moment, qui joue entre la défense des intérêts des salariés et la défense de l'intérêt plus général encore, qui serait l'intérêt écolo. Dans le système capitaliste actuel, il y a forcément, s'il y a même quelques ingénieurs qui commencent à lancer un mouvement de désertion, justement pas de désertion, mais d'opposition à la hiérarchie qui leur impose de faire des trucs qui servent à rien ou qui sont néfastes, pour moi ça me paraît vraiment difficile d'aller jusqu'au bout parce que, on l'a dit tout à l'heure, dans les écoles d'ingé, c'est hyper difficile de politiser les gens. Donc les entreprises pourraient prendre d'autres... il y aura toujours des candidats, à mon avis, pour remplacer les gens qui refusent de le faire. Et du coup, ça me paraît difficile, même avec un syndicat qui serait puissant, et étant donné qu'il y a peu de gens qui sont ultra politisés, ça me paraît aussi difficile d'avoir des syndicats puissants. Et même si on considère que au sein d'une entreprise, l'ensemble des salariés se sont unis pour faire arrêter la production de tel truc, on peut se dire que dans le système capitaliste actuel, une autre entreprise prendra le relais. Et donc ça me paraît vraiment difficile de se dire qu'on va vraiment, en restant à l'intérieur et en changeant les trucs de l'intérieur, changer le truc. Et à mon avis, il faut aussi y aller de l'extérieur et faire un peu sécession avec ce système de production des technologies et tout ça. Je voudrais intervenir sur les notions, on parlait de besoin, d'intérêt, et puis aussi de création utile. Et justement, apparemment, ce serait, si j'ai bien compris, c'est les patrons qui viennent, les patrons font des démarchages, vont dans les universités, et ils fixent, en tant que donneurs d'ordre, finalement, ils ont une influence de calibrage, de cadrage des programmes et des formations, ils ont une grande influence. Et c'est eux qui définissent les besoins, c'est comme si c'est eux qui définissaient l'intérêt général. Et ce qui a été dit tout à l'heure aussi, c'est avec qui et comment des ingénieurs pourraient-ils redéfinir les besoins ou les intérêts des gens. Eh bien, la question c'est quel contact les ingénieurs pourraient-ils avoir avec des gens qui ne sont pas ingénieurs. Et donc ça c'est l'éducation populaire, c'est aussi le militantisme, mais sortir du cadre dans lequel on met les gens, aussi bien les universités, etc. Bon, rester à l'université, continuer à travailler peut-être, mais essayer de trouver du temps pour échanger avec des gens qui ne sont pas ingénieurs, pour se changer les idées bien sûr, mais aussi sortir des cadres mentaux et se dire, tiens, il y a des besoins, il y a des gens qui ont... Ah, je croyais qu'il y avait que nous, quand on est dans une période de doute, qui nous posons ces questions, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout comme nous et qui se posent finalement des questions très proches de celles qu'on se pose quelquefois et qu'on met de côté parce qu'on pense qu'il n'y a rien à faire et que les gens sont trop cons, etc. Mais il y a pas mal de gens qui pensent des choses, ont besoin de choses, mais dont les besoins et les intérêts ne sont pas satisfaits, alors qu'il y a des gens qui ont fait des tas d'études et qui, normalement, sont équipés, comme il a été dit tout au début, pour poser des questions, trouver des solutions, voire même inventer des créations utiles. Et ça peut se faire, il n'est pas impossible que ça se fasse si des gens se rencontrent, de quelle manière, c'est à définir, mais pour essayer de trouver autre chose que la routine actuelle. Et sortir des cadres, encore une fois, pour inventer
en s'appuyant sur des tas d'exemples qui existent, des expérimentations, même si elles paraissent marginales, pour se dire, tiens, il y a ça, et pourquoi nous, dans telle ou telle limite, on ne pourrait pas essayer de faire telle chose avec tout ce qu'on connaît. Voilà. Hein, enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais et aussi, quels exemples on peut donner, des exemples concrets, de gens qui font autre chose avec l'IA, par exemple, que ce qu'il y a dans le plus courant de l'usage, et aussi des technologies courantes. Si on pense technologie dans le sens de technologie culturelle, de l'anthropologie d'Audricourt, par exemple, parce que ce qui est technique est de part en part politique, parce qu'il y a ce qu'on appelle technologie, c'est un ensemble de rapports aux gens et aux choses, et aux choses qu'on doit faire, et tout ça. Donc tout est politique, puisque tout est rapport de force, d'alliance, de domination. Donc là, il y a quelque chose, sans doute, à penser comme ça, en essayant, encore une fois, de redéfinir les besoins, au lieu de s'enfermer dans ce qui est fait, redéfinir les besoins et les intérêts, au lieu de s'aligner sur les définitions et les techniques qui circulent. C'est la conclusion du bouquin. Ça de proposer autre chose, les low-tech, etc., cette bifurcation-là, je pense que c'est justement la clé du bouquin, c'est ce que lui propose. Ouais. Il parle, il évoque par exemple la participation à des chantiers participatifs, des choses comme ça. Donc ça ressemble à cette démarche vraiment d'éducation populaire, de partage de connaissances, etc. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas il faut rien attendre en particulier des ingénieurs. On parlait tout à l'heure de c'est quoi le fond politique d'un ingénieur? Il n'y en a pas. Enfin, il est à l'image de la société. C'est-à-dire que l'ingénieur en 68 était sûrement plus politique que celui de 2023, quoi. Mais après, effectivement, il faut se poser la question de comment est-ce que les différents composants de la société sont prêtes à travailler entre elles, en fait, quoi, à s'entendre et à se sentir surtout des intérêts communs. C'est finalement se sentir des travailleurs qui composent pour créer une société dans laquelle on puisse tous vivre ensemble. Travailleurs de l'enseignement, de l'énergie, des télécoms, voilà, et les travailleurs en formation. Puisque c'est ça que sont les étudiants, c'est les travailleurs en formation, en fait. Donc après, je pense qu'il répond un peu à ça, ouais. Mais je pense que pour le moment, c'est au niveau des idées, c'est embryonnaire. Je pense que il y a des diffusions, des choses qu'on peut montrer, y compris avec les technologies. Ouais, il y a des gens. Les gens voient, faut voir. Ouais, mais même sur Rennes. Alors bon, je suis pas spécialiste du truc, mais parce qu'il y a des ateliers de fabrication un petit peu low-tech, ou enfin, il y a des assos comme ça qui existent. Il y a My Human Kit, par exemple, c'est des ingénieurs en robotique, retraités ou pas d'ailleurs, qui ont peut-être des tiers-temps, je sais pas, qui participent à l'adaptation de modèles de prothèses pour les personnes handicapées moteurs. Voilà. T'as ces choses-là qui existent, donc je pense que c'est tout à fait embryonnaire, c'est pas politique en tant que tel, c'est pas révolutionnaire, mais il y a clairement des gens qui se posent ce genre de questions. Il suffit d'aller à la fête de la science, je sais pas, au Champ Libre par exemple. Moi j'avais discuté avec un instit. Il n'était pas ingénieur, mais il était vraiment extrêmement bluffant par rapport aux travaux qu'il faisait faire à ses élèves d'école primaire, quoi. Sur de la matière vraiment scientifique, quoi. Il y a les petits débrouillards qui existent, par exemple, qui est une association d'acculturation scientifique auprès des jeunes, enfin des enfants de primaire jusqu'à 12 ans. Donc c'est, je pense, c'est des contrats précaires, quoi, hein, malheureusement, qui sont animateurs de ces structures-là. Mais ces choses-là existent et peuvent
Voilà, ça peut être des idées, voilà, de choses qu'on pourrait développer et qui seraient naturelles, je pense, dans une société égalitaire, certainement, quoi. Du coup, j'en reviens à... Ça me fait penser, mais j'en reviens à la sécurité sociale de l'alimentation. Les gens, du coup, c'était des ingénieurs au début